Bonjour Mireille, merci beaucoup d'être avec nous dans ce podcast créneau. Et si vous nous parliez un petit peu de vous? Alors, je suis, Mireille Navarrete, je suis directrice de recherche, à INRAE, et je suis agronome. Donc, un chercheur agronome, c'est quoi son métier? En fait, je en agronomie, on essaye de comprendre, en fait, les performances des pratiques des agriculteurs, de mettre au point de nouvelles pratiques. Donc les performances, c'est à la fois sur le plan environnemental, sur le plan de la enfin de la production, voilà, du rendement, de la qualité des produits. Et puis, on essaye aussi de comprendre, pourquoi les agriculteurs font le choix de telle ou telle pratique. Et quand on a compris tout ça, on peut essayer d'accompagner, les changements dans des directions qui nous semblent, souhaitables, quoi. Et donc, moi, je travaille sur la question de la transition agroécologique depuis, plus d'une vingtaine d'années, notamment sur la réduction des pesticides, dans le secteur des fruits et légumes. Parce que j'ai été sensibilisée à ça parce que je constatais en fait qu'il y avait une utilisation des produits, phytosanitaires très importante, en particulier dans les fruits et légumes et que du coup, il fallait jouer un rôle en tant que chercheur, accompagner, des changements, vers, moins d'utilisation de pesticides si c'était possible, quoi. Voilà. Et donc, quels sont vos constats par rapport au mode de production, il y a quelques années et aujourd'hui? Qu'est-ce que vous en avez tiré justement, comme conclusion? Et quels sont aussi les objectifs, aujourd'hui que vous avez pour faire évoluer ces modes de production? Ouais, alors, en fait, le secteur des fruits et légumes, mais on peut dire de toute l'agriculture française, enfin le modèle aujourd'hui, il est issu, il est hérité, de ce qui s'est passé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale en France, où il y avait un enjeu d'augmenter les volumes, de nourrir la population française et donc il y a eu un développement massif, d'une agriculture très intensive avec beaucoup d'intrants. Donc ce qu'on appelle les intrants, c'est les engrais, les produits pesticides. Et ce modèle-là, il s'est constitué donc au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. INRAE, qui s'appelait à l'époque l'INRA, y a beaucoup contribué d'ailleurs en sélectionnant des variétés très performantes, en développant l'usage des produits phytosanitaires. Et en fait, aujourd'hui, on se rend compte que ces produits, notamment les produits phytosanitaires, parce que c'est vraiment mon domaine de compétences, ils ont des effets délétères à la fois sur la santé des humains et sur les écosystèmes. Donc il y a plusieurs études qui ont eu lieu, qui ont été faites récemment, enfin des expertises, scientifiques collectives qui ont bien montré que des pesticides, il y en a, dans tous les compartiments de l'environnement, dans l'air, dans le sol, dans l'eau, voilà, et dans les plantes. Hem Et puis, qu'il y a des effets délétères sur, la donc il y a des pertes de biodiversité, par exemple, hem, qui vont avoir des effets sur, notre environnement, mais aussi sur la santé, humaine. On sait, aujourd'hui qu'il y a un certain nombre de maladies professionnelles que les agriculteurs, subissent, ont développées à cause des pesticides, un certain nombre de cancers et de maladies de Parkinson, par exemple. Donc ça, c'est pour les applicateurs des pesticides, donc les agriculteurs et puis leurs salariés. Et puis il y a aussi, toute la question de la consommation de fruits et légumes qui vont aussi comporter des résidus de pesticides, même si c'est en dessous des seuils, Lego. légaux, hein. Donc effectivement, ces produits peuvent être vendus, mais il y a des résidus et on sait aujourd'hui que ces résidus, ils ont des effets toxiques sur la santé, des consommateurs. Donc tout ça fait qu'il y a vraiment un enjeu à changer et c'est ça quand on parle de transition agroécologique, c'est qu'il faut changer, certes les pratiques des agriculteurs, mais ça suffit pas. En fait, moi, mes recherches portent, avec d'autres, collègues évidemment, sur le fait qu'il ne faut pas seulement demander aux agriculteurs de changer de pratique, mais c'est à tous les acteurs des filières de faire chacun un pas pour que les agriculteurs puissent in fine changer de pratique et utiliser moins de produits, pesticides. Parce que du coup, eux, ils ont leurs problématiques. Est-ce que, vous arrivez à prendre en compte ces problématiques et à justement exposer ces problématiques à tous les acteurs de la filière? Comment est-ce que, vous organisez un petit peu, toute cette communication autour de l'agroécologie? Mmh. Alors dans mon unité de recherche, donc l'unité éco-développement, on travaille justement, on mène ce qu'on appelle des recherches participatives, c'est-à-dire qu'on travaille avec, des acteurs, donc des agriculteurs, mais aussi différents acteurs de la filière, pour pouvoir chercher ensemble des solutions, heu,
et favoriser ces changements. Donc nous, en tant que chercheurs, on apporte des outils, des méthodes d'accompagnement, des connaissances scientifiques, et les acteurs, eux, ils apportent leur connaissance du terrain, et puis ils disent aussi ce qu'ils sont prêts ou pas à changer et comment il faudrait changer pour permettre d'aller vers des pratiques plus agroécologiques. Et est-ce que justement ça permet de combiner, toutes ces contraintes, qu'elles soient, financières, sur la biodiversité, sur, les méthodes de travail, sur la productivité? Est-ce qu'il y a un terrain d'entente qui se crée à ce niveau-là? Comment est-ce que vous voyez un petit peu, les choses, évoluer dans ces discussions? Alors c'est compliqué, il faut pas se leurrer, c'est compliqué de demander ces changements parce que c'est vraiment des changements systémiques, et puis c'est des changements qui sont coûteux, en fait, pour les acteurs du système agroalimentaire, et évidemment pour les agriculteurs en premier lieu. Et aujourd'hui, le contexte économique est pas du tout favorable parce que les agriculteurs ont du mal à vivre. Enfin, une partie d'entre eux ont du mal à vivre, donc c'est pas un moment où c'est facile pour eux de s'engager dans des changements importants, qui sont des changements qui seront bénéfiques à long terme Oui. ou à moyen terme, mais c'est sûr qu'à court terme, il y a un surcoût. Donc ça, c'est compliqué, et c'est pour ça que au niveau des agriculteurs, et c'est pour ça que c'est vraiment essentiel que tous les acteurs de la filière contribuent à ça, et y compris jusqu'aux consommateurs. Mmh. C'est-à-dire que chacun essaye à son niveau de faire un pas, de changer un petit peu, alors pour les acteurs de la distribution, c'est par exemple accepter d'acheter aux producteurs, aux agriculteurs des légumes à un prix un petit peu plus élevé pour leur permettre d'adopter des pratiques agroécologiques. Le consommateur, c'est aussi accepter, là aussi, de payer un peu plus cher, ou alors accepter de changer ses façons de consommer, parce que, par exemple, les questions de saisonnalité dans les fruits et légumes, c'est très important. Si les consommateurs achètent des légumes à des moments où ils ne sont pas produits en France, ça veut dire que c'est des produits qui sont importés. Il y a un coût énergétique, il y a un coût une production de CO2 de gaz à effet de serre qui est associée à ces importations. Et ça contribue aussi à rendre les changements dans nos territoires, en France, plus difficiles, quoi. Donc finalement, on a tous une responsabilité, et je me mets aussi dans cette responsabilité en tant que consommatrice. On a tous une responsabilité pour soutenir ces changements. Et quand vous parlez aussi de cet impact de CO2, j'imagine qu'il y a le fait d'acheter, à l'étranger, il y a aussi l'impact financier. Alors que si on achète de saison, à la bonne période en France, finalement le coût il est le plus juste possible. Au-delà de l'impact de CO2, il y a quand même, un coût financier qui est, de par la logistique, les transports, le fait de même si c'est acheté à l'étranger et que c'est moins cher à l'étranger, en fait, on se retrouve avec pratiquement le même prix, souvent. Alors moi, ce que je voudrais rajouter, c'est que, sur la question du coût, en fait, Mmh. du coût des produits agricoles, aujourd'hui, les consommateurs, l'État regardent le coût de l'achat, en fait, au moment de l'achat. Mais en fait, si on regarde les pratiques et l'utilisation de produits pesticides, il y a toutes sortes de coûts cachés. Enfin, les économistes parlent d'externalités négatives. C'est des coûts cachés qu'on ne prend jamais en compte, ou très rarement parce qu'on a du mal à les calculer. C'est le coût de la santé. Quand un agriculteur ou un consommateur devient malade, développe un cancer à cause des pesticides, ça a un coût. De même que quand on pollue l'eau qu'on boit et qu'on est obligé de la traiter pour éliminer un certain nombre de produits qui sont néfastes pour la santé, ça a un coût. Et en fait, si on tenait compte de ces coûts cachés, Oui, on dit cachés, finalement, le coût de la transition agroécologique serait pas si élevé que ça. Une autre façon, bon, alors parce que c'est clair qu'aujourd'hui, appliquer des pratiques agroécologiques, pourquoi ça a un coût supplémentaire? C'est qu'en fait, on remplace des produits chimiques qui sont appliqués en général par des tracteurs, enfin de façon mécanisée, par un certain nombre de pratiques qui vont être beaucoup plus. Alors certaines sont manuelles, quand on va tailler les arbres différemment. On va essayer de faire des mélanges d'espèces, donc ça coûte plus en temps de travail que de faire une monoculture. oui. Bon, donc c'est sûr qu'il
Les pratiques agroécologiques, elles ont un coût plus important, et je redis à court terme, et tant qu'on prend pas en compte ces coûts cachés, en fait, on n'arrive pas, l'équation est pas, enfin, la balance n'est pas équilibrée, quoi. Et il faudrait qu'on arrive à tenir compte, donc de l'ensemble du système, et à ce moment-là, on se rendrait compte que oui, à long terme, il vaut mieux avoir, des pratiques agroécologiques. Et quand vous dites ça, c'est aussi que c'est des coûts qui sont, en termes de temps de production, d'achat de produits, plus naturels. Ça va impacter le producteur, mais ça impactera pas forcément, le, tous ces coûts cachés, qui sont pas du tout, pris en charge Mmh. par le producteur. Donc comment est-ce que vous arrivez à avoir une parole, un discours auprès de tout ce système, heu, au-dessus des producteurs, de la filière, des décisions un peu plus larges? Bah, alors comme je vous disais, on fait des recherches participatives, donc on a déjà un certain nombre de discours quand on travaille avec les acteurs, localement à l'échelle d'un petit territoire. Et puis ensuite, en tant que chercheur à INRAE, on a aussi une mission d'apporter de la connaissance à l'État, en fait, Oui, voilà, c'est ça. aux acteurs des politiques publiques. Donc on est amené à faire des, alors soit parce qu'on fait une expertise, qui à la demande du ministère, soit parce qu'on apporte une connaissance à un moment donné, voilà. Donc c'est un peu nos 2 leviers. Mais aujourd'hui, ce qui est quand même très compliqué, en fait, on sait à une petite échelle, hem, enfin nous, on essaye en tant que chercheurs d'accompagner à une petite échelle sur un territoire, de faire bouger un petit peu les acteurs. Ce qui est compliqué, c'est passer ce qu'on appelle le passage à l'échelle, en fait, la massification. Mmh. C'est comment on fait pour que collectivement, en fait, pour que ce qu'on a observé sur un petit territoire, on puisse le développer vraiment à large échelle. Et c'est là où, en fait, c'est les acteurs des politiques publiques qui peuvent faire, Mmh. voilà, ce changement d'échelle, quoi. Et nous, on peut, bah, les accompagner par nos connaissances, les connaissances qu'on a produites. Mmh. Et j'imagine que ça dépend aussi des régions, ça dépend aussi des modes de production, ça dépend des produits en eux-mêmes, heu. Est-ce que vous arrivez à faire une généralité sur des modes de production ou c'est vraiment très spécifique à un produit en particulier, un secteur en particulier, une localisation en particulier? Alors ça, c'est compliqué parce que les principes de l'agroécologie, qui sont en fait de enfin de favoriser les régulations naturelles. C'est-à-dire, le fait que dans le sol, par exemple, il y a évidemment des champignons qui sont «mauvais» entre guillemets pour les plantes, donc on les appelle des bioagresseurs, mais il y a aussi des champignons qui sont bénéfiques, qui vont réguler les bioagresseurs. Hem, donc ça, c'est un des principes de l'agroécologie, c'est vraiment s'appuyer sur la nature pour, bah, remplacer un certain nombre d'intrants, chimiques. Au passage, c'est quand même ce que faisaient, les agriculteurs avant, avant le développement des de toute l'agriculture chimique. Donc ça a existé, et voilà, il y avait des des connaissances là-dessus. Aujourd'hui, on est obligé de produire à nouveau de la connaissance, et ce qui est compliqué, en fait, c'est qu'effectivement, ces régulations, elles s'opèrent à un niveau local. En Oui, fait, un sol ne va pas avoir le même fonctionnement qu'un autre sol. oui. Évidemment, une espèce n'a Mmh. pas le même fonctionnement qu'une autre espèce. Et donc tout ça, c'est compliqué parce que nous, chercheurs, on avait l'habitude de produire des connaissances, génériques en Mmh. disant: «Bon, on va produire sur le blé, puis bon, bah, l'orge, les je sais pas, les seigles et cetera, ça va être plus ou moins pareil, donc on peut donner la même règle». Et en fait, on peut plus vraiment donner de recettes génériques, et il Mmh. faut adapter, au cas Comme par le cas. climat, Donc nous, on essaye côté recherche de produire de la connaissance, et ensuite il faut aussi que, les agriculteurs, ils apprennent à piloter eux-mêmes leur système, à expérimenter, à comprendre, et ils ont déjà plein de connaissances, donc voilà, il y a vraiment une idée d'adaptation avec l'agroécologie, d'adaptation aux situations locales. Alors il y a quelques sur cette question de la comparaison, en fait, entre le bio, l'agroécologie, l'agriculture conventionnelle, il y a beaucoup de littérature scientifique donc beaucoup d'articles qui ont fait des comparaisons pour essayer, de voir quels étaient, les bénéfices de l'agriculture biologique ou de l'agroécologie, mais aussi, quelle était la perte de rendement. Alors c'est assez compliqué,
à traiter ces données, enfin à comparer ces articles parce qu'ils sont tous dans des situations très différentes. On disait que voilà, les questions locales, enfin le local joue beaucoup en fait sur les résultats. Donc c'est clair que il y a plutôt, on va dire, des baisses de rendement à court terme. Mais qu'en fait, il faut surtout regarder. Alors pourquoi? Parce que en fait, quand on part d'un sol qui est très dégradé, qui a fonctionné de façon chimique pendant très longtemps, quand on retire en fait les intrants chimiques, il faut longtemps pour qu'il y ait des régulations qui se passent, que les apports de matière organique par les plantes se transforment et qu'on augmente la matière organique du sol. Enfin voilà, donc toutes ces régulations-là, elles vont se faire que sur le long terme. Donc de toute façon, il y a un effet, il y a besoin de temps. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, ce qui est important de dire, c'est que les résultats sont, avec l'agroécologie, il y a quand même des incertitudes en fait alors notamment sur la qualité des produits. C'est-à-dire que quand on met en place un système agroécologique, certaines années, on va avoir moins de production, donc ça c'est quantitatif, mais on peut avoir aussi des maladies. Voilà. Bon. Et donc, est-ce qu'un fruit qui présente un certain nombre de taches, parce qu'il y a eu telle ou telle maladie, est-ce que donc de taches sur la peau, je pense à la tavelure de la poire par exemple, ou je sais pas, enfin voilà. Est-ce que ça c'est vraiment problématique? C'est ça la question qu'il faut qu'on se pose collectivement, c'est ça. Est-ce que c'est un problème de vendre des poires avec des taches ou des salades avec un puceron? Aujourd'hui, les salades avec des pucerons, avec quelques pucerons sur une salade dans un lot de salades, elles sont déclassées. Elles ne sont pas vendues. Est-ce que vraiment c'est problématique que les consommateurs trouvent un puceron dans la salade? Moi, je crois vraiment que non. Ça impacte pas la santé des consommateurs. Donc il faut accepter d'avoir des produits qui sont visuellement moins parfaits que ce qu'on avait avant. Alors évidemment, il y a quelques maladies qui sont dangereuses. On parle toujours de l'exemple de l'ergot du seigle qui est toxique. On pourrait prendre l'exemple de la patuline, qui est une mycotoxine qui se développe sur les pommes quand il y a certaines moisissures. Voilà, donc effectivement, il y a quelques précautions à prendre, mais globalement, il n'y a pas tant de danger que ça. Donc il faut accepter Alors le lien au rendement, c'est que du coup, si on accepte de vendre des produits qui visuellement sont un peu moins beaux, et ben il y a moins de perte de rendement finalement. Parce que ce qui fait la perte de rendement, il y a moins de rejet, il y a moins voilà, c'est le rendement, ce qu'on appelle le rendement non commercialisable, qui est lié à des défauts visuels. Bon, ça c'est un premier point, c'est vraiment la question de accepter des défauts visuels qui ne sont pas dangereux pour la santé et beaucoup moins dangereux au passage que les pesticides. Oui. Et l'autre point, c'est aussi changer de pratique, de mode de consommation. On sait en France que si on réduit la consommation de viande et qu'on remplace une partie des surfaces par plus de culture, en fait, on peut compenser la perte ou l'incertitude, ou enfin des rendements plus variables qui seraient liés à l'arrêt des pesticides. Donc voilà, mais simplement, on voit bien que c'est des changements qui sont pas que à la sortie de la parcelle là et gérés par l'agriculteur. Ça embarque en fait toute la société. Toute la société de consommation qui va justement rendre compte, effectivement, de se dire qu'un fruit, un légume, ça vient de la terre et donc forcément quand il y a un moucheron ou quand il y a voilà, quand la carotte, elle est pas toujours lavée, elle est pas toujours nickel Et je voudrais insister sur un autre point, c'est que bon, aujourd'hui, on se prend quand même de face le changement climatique de façon très brutale en fait, plus rapide que ce qui était prévu même, et qui est au premier plan? Bien sûr les agriculteurs parce qu'eux, ils travaillent avec le vivant, et l'agroécologie, non seulement ça permet là on a surtout parlé du côté, ça permet de réduire l'usage des pesticides, mais on sait aussi que c'est un levier pour arriver à cultiver malgré le changement climatique. Parce que dans l'agroécologie, il y a par exemple la question de la diversification des cultures, des espèces, planter des arbres, ou l'agroforesterie, associer plusieurs espèces. Ça fait qu'en fait, chacune des plantes va fonctionner, va pouvoir bénéficier d'un effet d'ombrage d'autres de plantes qui sont plus hautes, etc. Donc ça fait des systèmes de culture qui sont beaucoup plus compliqués évidemment à cultiver et à gérer, quoi. Mais qui se protègent entre eux. Mais voilà, qui se protègent entre eux, qui sont plus résilients. Donc pour moi, changement climatique et agroécologie,
et réduction des produits phytosanitaires, tout ça, ça fait un tout, quoi. Les acteurs intermédiaires, c'est-à-dire les acteurs qui sont entre la production et les consommateurs, donc les grossistes, les réseaux, les grandes surfaces, les expéditeurs, tous ces acteurs, ou les coopératives agricoles, tous ces acteurs en fait qui sont en lien direct avec les producteurs, c'est-à-dire qui achètent des produits aux agriculteurs, ils ont un rôle central. On parle d'acteurs intermédiaires. Ils ont un rôle central entre la production et la consommation. Et ils peuvent, je pense, ils sont bien placés en tout cas pour expliquer aux acteurs de l'aval jusqu'aux consommateurs pourquoi, à telle saison, il y a des produits qui sont avec un peu des défauts visuels ou voilà, ou une production qui est moins importante que prévu, parce qu'ils ont l'information venant des producteurs. Et inversement, ils peuvent expliquer aux producteurs quelles sont les attentes des acteurs, enfin des consommateurs. Donc, ils ont vraiment un rôle de passage d'informations, enfin, en plus du fait qu'ils ont un rôle de logistique, voilà, de transfert de flux. Ils ont vraiment un rôle de passage d'informations et donc pédagogique. Ouais. Et donc, pour vous, est-ce que qu'est-ce qui serait intéressant de communiquer auprès des consommateurs? Est-ce que vous pensez qu'il faut plus de communication? Comment est-ce que vous voyez un petit peu ce passage d'information du producteur au consommateur? Qu'est-ce qui est le plus important selon vous? Alors, je pense qu'il y a la question du défaut visuel dont on a déjà parlé. Expliquer que bon, la majorité des défauts visuels, c'est pas grave. On peut manger une pomme avec une tache, on peut manger une poire avec une déformation, ou, on peut manger un concombre qui est tordu. Un concombre qui est tordu, c'est un concombre qui a été piqué à un moment au début de sa croissance, quand il fait quelques centimètres, par un thrips, un petit insecte, voilà. Et donc ça fait une blessure et du coup, le concombre va être tordu. Ça n'a rien de dramatique. Et au contraire, enfin je veux dire non pas au contraire, mais ça ne joue pas du tout sur la qualité. Bon, voilà, donc ça, je pense qu'il y a effectivement besoin d'informations là-dessus. Donner aussi de l'information sur les saisons. Je pense que les consommateurs dans les villes, ils ont perdu la notion de quelle est la saison pour manger tel ou tel fruit. Consommer des fraises en février, c'est pas raisonnable d'un point de vue écologique. Parce que en fait, c'est forcément des fraises qui viennent d'ailleurs. Donc, il y a eu de la consommation de CO2, ou c'est des fraises qui viennent de serres chauffées. Voilà, et donc ça sera des fraises qui seront pas non plus très gustatives. Donc, C'est ce sur quoi j'allais rebondir, parce que là, on parle beaucoup des pesticides, de la qualité, mais pour vous, l'agroécologie, est-ce qu'elle a aussi un impact sur le côté gustatif, est-ce que du coup, on aura des fruits qui sont plus puissants en goût? Est-ce que les pesticides, parfois, ça inhibe aussi certains aspects organoleptiques? Comment est-ce que vous voyez comment est-ce que vous avez analysé aussi ces évolutions-là? alors le goût, c'est quand même essentiellement un effet variétal, donc c'est dans les gènes. Enfin, il y a 2 grandes composantes. Il y a une grande composante génétique, on va dire, et ensuite il y a les pratiques. Plus on est sur des systèmes intensifs, plus on a plutôt une dégradation de la qualité gustative. Et dans ces systèmes pratiques intensifs, il y a la question de la date de plantation et de récolte. Donc plus on récolte des fruits tôt dans la saison, plus ces fruits ou ces légumes risquent d'avoir une faible qualité gustative. Par exemple, la période de production d'une tomate, la tomate c'est un fruit, il y a besoin de soleil pour faire une tomate. Donc quand on achète une tomate en février, mars, c'est une tomate qui a été produite sous serre, donc on a chauffé, mais comme on n'apporte pas de lumière, enfin en tout cas en France, enfin majoritairement, c'est quand même une tomate qui a manqué de soleil, et donc qui gustativement sera pas très bonne. Oui. Donc en fait, l'agroécologie, si d'une part par le fait qu'on a des pratiques moins intensives, et si en plus on reconnecte, on va dire, les cycles de production avec les saisons, ça va plutôt vers une amélioration de la qualité gustative. Mais bon, le lien entre qualité gustative et pratique est pas du tout, c'est pas du tout simple en fait, c'est pas hyper corrélé, enfin c'est multifactoriel, donc voilà, c'est pas non plus une garantie. On peut pas dire que des produits agroécologiques sont
forcément gustatif. de qualité gustative meilleure. Il y a beaucoup de facteurs qui jouent. Donc un des leviers en fait agroécologique qui est très intéressant, c'est la diversification des cultures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre plus d'espèces ou plus de variétés, par exemple à l'échelle d'une exploitation agricole. C'est intéressant pourquoi? Parce que quand on a un bioagresseur, donc un champignon, un insecte, qui va s'attaquer à une espèce, généralement un bioagresseur a généralement quelques espèces de prédilection. Donc s'il se retrouve au milieu d'un champ entier de cette espèce, Oui. il va proliférer et il va faire beaucoup de dégâts. Si on mélange dans le champ ou d'une parcelle à l'autre plusieurs espèces, il sera dans des conditions moins favorables. Donc la diversification, on sait que c'est un levier important pour une pratique agroécologique très intéressante. Mais en fait, ça a des conséquences en termes de produits qui sortent de l'exploitation agricole. Par exemple, si un agriculteur qui ne faisait que de la tomate et du melon en Provence se met à faire 10 ou 15 espèces, évidemment, sur la même surface, il va produire des lots de petite taille. Et aujourd'hui, quand même, la plupart l'aval de la filière, c'est-à-dire la commercialisation des produits agricoles, c'est beaucoup construite sur ce qu'on appelle des économies d'échelle. C'est-à-dire, en gros, plus on a des gros volumes, plus c'est rentable, en fait. Et or, avec la diversification, là, on entre vraiment en plein fouet, en fait, en contradiction avec cette notion d'économie d'échelle. Et donc, il faut arriver à revoir les modèles économiques et les modèles logistiques aussi, l'organisation, pour arriver à gérer des petits volumes d'espèces plus diversifiées. Alors, soit de plus d'espèces, soit de plus de variétés, enfin, voilà. Et ça, c'est quand même hyper compliqué. On ne sait pas bien faire aujourd'hui. D'où le rôle aussi des intermédiaires. Et les intermédiaires, là, ils ont un rôle central à jouer. De pouvoir justement, oui, aller voir un producteur et lui dire: «Ah, on t'achète toute ta production avec ces variétés différentes parce qu'on saura les revendre correctement et on saura aussi, en parler correctement aux futurs clients et aux futurs consommateurs pour que, ils puissent aussi, financièrement, être viable ce producteur parce Voilà. qu'il est parti sur ce modèle de diversité des cultures». Ouais. Et aujourd'hui, en fait, les exploitations qui sont très diversifiées, en fait, elles arrivent à fonctionner quand elles sont dans des circuits courts. Oui. Donc, vente sur le marché, les AMAP, magasins de producteurs. Mais ces circuits courts, ça représente quand même qu'un pourcentage limité aujourd'hui des fruits et légumes qui sont consommés. Et la question, c'est comment on fait la transition agroécologique sur les 80% des volumes qui sont vendus, c'est pas 80, c'est 70%, je crois, en grande surface. Donc dans des circuits longs, qui sont basés sur des gros volumes. Donc c'est ça, en fait, le nœud aujourd'hui, autour de la diversification, c'est comment on fait pour que les différents acteurs, depuis les grossistes jusqu'aux grandes surfaces, les GMS, les centrales d'achat, arrivent à valoriser des produits plus diversifiés, à valoriser, à gérer. Voilà. Alors, je nie pas le fait qu'il y a beaucoup de difficultés, notamment logistiques, mais je crois qu'il faut vraiment qu'on aille dans cette direction. Surtout que pour ces circuits courts, quand ces producteurs vont justement vendre dans ces circuits courts, ils ont aussi un rôle de logisticien qu'ils n'ont pas forcément. Du coup, ça leur fait perdre aussi du temps. Oui, ça coûte cher. Ça leur coûte du temps et donc forcément, ils peuvent pas mettre ce temps-là dans la production. Donc, c'est aussi un engrenage un peu difficile qui fait que si on arrive, comme vous dites, à faire ce schéma sur du circuit plus long, ça leur permettrait, eux, d'avoir accès à tous ces intermédiaires qui vont racheter en masse en masse avec différentes cultures, mais et qui vont leur permettre de gagner aussi du temps, sur leur production. On conclut souvent, l'interview sur, et si vous, vous pouviez nous dire en une phrase, quelle est votre vision de la consommation de demain, vous diriez quoi? De la consommation, c'est-à-dire Consommer différemment pour ouais, vous, ça veut dire quoi? alors, consommer différemment, je trouve que c'est changer tous un peu nos pratiques de faire. C'est-à-dire qu'en tant que consommateur, si on reste sur le terme de consommation, en tant que consommateur, on doit être attentif à notre façon de consommer. Donc j'ai parlé de saisonnalité, revenir à des produits de saison, accepter des produits d'acheter des produits qui ont des défauts visuels,
Et c'est pas facile en fait, spontanément, on est tenté, hein, en tant que consommateur, d'adopter des pratiques qui sont pas durables en fait. Donc il faut qu'on change tous. Je pense qu'il faut donc ça, c'est le côté consommateur. C'est aussi au niveau des institutions, sans doute, communiquer plus sur ces enjeux. C'est aussi former les nouvelles générations, je pense. Les enfants, c'est stratégique en fait de les ramener à l'agriculture, de leur expliquer comment, une tomate, hein, une salade, une pomme, d'où ça vient, comment c'est produit en fait. Et ça, parce que voilà, les enfants, c'est eux qui feront les changements, de demain. Donc c'est super important de leur expliquer, ces enjeux-là. Très bien, merci beaucoup Mary.